À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi onvoa. Nyoswange tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bienvenue à vous, très chers téléspectateurs de Afro Télévision. Bienvenue à cette émission à l'écoute, mais avec un format spécial, format débat. Et comme vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé au Forum Global Gateway en Belgique, siège de l'Union européenne, cette plateforme qui se veut un lieu de rencontre pour discuter notamment sur le partenariat Europe-Afrique. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était saisi de sa prise de parole pour demander qu'il a tendu plutôt sa main à Paul Kagame, le président rwandais, pour résoudre la crise sécuritaire à l'est du pays, en lui demandant de ordonner le retrait de ses troupes, notamment son soutien au M23 et AFC. La main tendue de Félix Tshisekedi est vraiment commenté, notamment sur la toile. Et nous, au niveau de l'émission à l'écoute, pour commenter cette main tendue de Félix Tshisekedi, je reçois sur ce plateau deux invités. Je commence par Monsieur Joseph Edeba, un invité, un habitué des Actu 30, Joseph Edeba, qui est acteur politique de l'opposition, à qui je souhaite la bienvenue. Merci Madame Jaël, merci de l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de votre émission. Nous sommes très heureux de nous retrouver sur ce réceptacle de savoir pour que nous puissions partager la connaissance autour de la gestion de la race publique et de l'État. En effet, j'espère que nous aurons un très bon moment d'échange qui profitera bel et bien à la population qui nous suit au travers toute la République démocratique du Congo et dans le monde. Il y a à ma gauche, il y a M. Larousse Mouya de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti de l'Union sacrée, également un habitué de ce plateau. M. Larousse Mouya, bienvenue. Merci Madame Oloaï, merci pour l'invitation. Salutations à vous, mais salutations à mon collaborateur qui me suit. Et salutations aussi aux braves compatriotes qui me suivent partout, dans toutes les provinces de la République et dans la diaspora. Donc on est ici pour parler de la nation, pour parler de la République et en toute responsabilité, surtout guidé par l'esprit de compatriotisme. Donc voilà. Monsieur Joseph Edeba, je commence avec vous. Félix Tshisekedi, on l'a écouté hier, il s'est exprimé lors du Forum Global Gateway en Bruxelles, en Belgique. Félix Tshisekedi, contre toute attente, il a tendu sa main à Paul Kagame, notamment pour résoudre la crise sécuritaire à l'est du pays. C'était une surprise, vous l'avez si bien dit, parce que le cadre n'était pas approprié pour parler des règlements de comptes, des règlements de conflit, mais encore des traités de paix. Vous suivez les propos de Kagame? Si vous avez suivi les propos de Kagame en retour, vous allez comprendre qu'il a recadré le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a improvisé une autre discussion en lieu et place de parler de la coopération Afrique-Europe, en lieu et place de parler des alliances, n'est-ce pas, qui devaient se faire au niveau international. Alors, ce faisant, il faut remarquer que nous avons quelque part reconnu en notre chef d'État l'absence d'un leadership de qualité. Pourquoi je le dis? Vous savez, l'État ne se plaint pas. L'État, selon Thomas Hobbes, c'est lui le Léviathan. Si l'État cesse d'être le Léviathan, il devient là une proie. Et quand on devient une proie, on ne peut pas effrayer son agresseur. On devient, n'est-ce pas, un terrain de jeu des agresseurs.
Paul Kagame avec le Rwanda est considéré comme c'est lui qui, n'est-ce pas, tire les ficelles pour causer de l'instabilité à l'est du pays. Mais comment vous pouvez imaginer que d'après tous les discours entendus auprès de ceux qui nous gèrent aujourd'hui la République, vous poussez avoir le chef de l'État qui demande, qui quémande même la volonté de Paul Kagame pour essayer de construire, avoir le courage de construire. C'est pas une stratégie diplomatique. Quelle stratégie diplomatique? C'est une stratégie diplomatique de la honte. Mais ça, le chef de l'État aussi n'a jamais refusé d'échanger avec Paul Kagame. Il a plutôt refusé, c'était avec... Écoutez, les Congolais ne sont pas des bêtes. Souvenez-vous, en 2023, pendant la campagne électorale, le chef de l'État avait dit « Je ne peux plus jamais parler avec Paul Kagame. » Quoi qu'il en soit, lui et moi, nous allons nous rencontrer au ciel. N'est-ce pas qu'il a dit ça? Les Congolais ne l'ont pas oublié. Mais le Congolais aussi se rappelle que le chef de l'État a appelé Paul Kagame de tout le nom, d'oiseau si vous voulez. Il a été taxé même d'Hitler. Il a été taxé de tout le nom d'agresseur. Mais est-ce que c'est au travers le fait que l'État puisse aujourd'hui s'agenouiller, chanceler devant son agresseur, que nous allons arriver à imposer la volonté du Léviathan au niveau national? La sécurité ne se construit pas dans la logique de pleurnicher au niveau international. Donc pour vous, ce discours est un discours de trahison à nos forces de l'ordre qui sont tombées sur le champ de bataille pour, n'est-ce pas, combattre et militer pour le rétablissement de la paix dans la zone aujourd'hui occupée. Ce discours est un gifle diplomatique pour toute une nation comme la République démocratique du Congo, composée de gens intelligents. En diplomatie, on ne se plaint pas. Ce sont les actes qui se posent relativement à l'action posée aussi. Mais là, on ne reconnaît pas les pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé au président de la République pour qu'il puisse tomber aussi bas? On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Se plaindre, non pas auprès des États-Unis, qu'on nous a vanté ici, signer un partenariat voilà, minéré et sécuritaire, mais auprès du Rwanda. Ce n'est pas tendre la main, c'est se plaindre, c'est tomber si bas. Écoutez, c'est se plaindre. La réponse de Paul Kagame a été concise et claire. Ce n'était pas l'endroit idéal pour parler de ces choses-là. Et c'était une comédie pour eux, parce que la même personne qui accuse le Rwanda, qui charge le Rwanda, qui veut à ce qu'il y ait sanctions sur le Rwanda, retourne sa veste à l'improviste comme ça pour demander une collaboration. Monsieur, non, c'est injuste. Je vous reviens, M. Joseph Edeba. M. Larousse Mouya, la main tendue de Félix Tshisekedi est une stratégie diplomatique? En fait, c'est une aberration ce que je viens d'entendre. Je me demande, on peut porter une position comme ça puisqu'on fait de l'opposition, qu'on ne s'est même pas considéré républicaine, quand on appartient à une nation qui a agressé depuis plus de 30 ans. C'est une aberration pour un jeune homme tel que vous. Vous inscrivez dans une nouvelle génération des politiciens et c'est regrettable de vous entendre parler comme ça. Parler quoi? Vous avez parlé, je vous ai entendu, souffrez que je parle. Vous avez les présidents d'une nation agressée depuis plus de 30 ans, qui pendant que cette agression avait commencé n'était pas aux affaires, qui vient avec toute la volonté d'un patriote pour mettre fin définitivement à cette agression et vous permettez d'avoir des positions que vous affichez. Encore gloire à Dieu qu'il est tolérant qu'on est encore dans une forme de considération de la démocratie, puisque la grande majorité de ceux qui vont garnir ce qu'on appelle aujourd'hui opposition Méli-Mélo sont des gens qui sont avec Kagame, sont des gens qui ont travaillé avec Kagame, qui ont travaillé avec Kabila spécifiquement. Et aujourd'hui, il faut entendre commentateurs qui prennent part pour Paul Kagame. Vous n'entendrez pas un Ukrainien parler comme ça contre Zelensky si ces derniers avaient essayé d'appeler, puisqu'il a déjà eu à la maintes reprises avec Vladimir Poutine, de se mettre autour d'une table afin de trouver une solution sur la paix. Et vous dites que non, c'est une forme de plainte vis-à-vis de Paul Kagame et que le cadre n'était pas défini. Quel est le cadre spécifique défini pour parler de notre agression, de l'agression rwandaise spécifique? Mais là, c'est un forum pour parler partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Madame, avant de faire des affaires, on ne peut pas faire des affaires quand il y a la guerre. Aucun investisseur ne peut venir investir quelque part là où il y a la guerre. Vous ne pouvez pas. Moi, je constate que c'est une aberration de considérer, de dire que ce n'était pas un cadre approprié. Folie. Vous appelez des gens à venir investir dans votre sous-région, dans votre région, dans vos pays, et vous devez avoir la sincérité de leur dire que là où nous voulons que vous puissiez venir, la situation sécuritaire est telle.
Et qui en sont les responsables? L'un des responsables est ici. Le chef de l'État dit, je le cite, il dit, je prends, devant ces forums, je prends le monde à témoin et je vous appelle que nous puissions faire la paix. Et cela nécessite à ce que vous puissiez donner l'ordre. Ça, c'est se plaindre. Je ne sais pas si on entend le même verbatim ou si on a tout simplement les oreilles converties par la propagande rwandaise pour pouvoir traduire et pervertir les choses, même qui sont nettes. Qu'est-ce que nous voulons au final? Moi, je ne connais pas de pays qui change d'adresse. Le Rwanda restera là, la RDC restera là. Kagame passera, il passera. Et tout ce que le chef de l'État a dit n'efface en rien les crimes commis par Paul Kagame sur notre nation. Et le chef de l'État et la politique nationale sur cette question restent inflexibles. Il n'y aura pas de paix durable sans justice équitable. On ira jusqu'au bout. Donc voilà. Mais avant de parvenir à la paix, à la justice équitable, il faut pouvoir se parler. Donc voilà. Monsieur Ideba, je pense qu'il est un peu dépassé par l'actualité, mais je vous rappelle que le chef de l'État avait bel et bien rencontré son homologue Paul Kagame, qui a de pourparlers et qu'on était parvenu le 27 juin à signer un traité sur la paix. Ça, je vous rappelle, puisque j'avais dit qu'il avait dit cela pendant la campagne. Donc, vous êtes resté... Mais monsieur Laroux, c'est juste que c'est cette main tendue. Félix Tshisekedi parlait de l'agression de la République démocratique du Congo sur ces tribunes internationales. On n'a pas de problème. Mais c'est cette main tendue des Congolais ne s'attendaient pas à ça parce qu'il a toujours dit que lui, il ne va pas, comment il va tout faire, il va pas se voir avec Kagame, il va tout faire, mais sauf s'entendre avec Kagame. Ce sont ses propos qui lui ont rattrapé aujourd'hui. Les Congolais qui, selon vous, et selon une certaine forme d'opposition, seraient effarés d'entendre le chef de l'État parler dans ce sens-là, je me demande lesquels. À la moindre escarmouche, on a rappelé ça. Puisque les Congolais, je vous ai lisez sur mes lèvres, on a même vu ça encore. Tout ça, tous ces sont de mots du chef de l'État. Je vous ai parlé des récentes actualités. La signature avec le Rwanda, où ils ont reconnu la présence de leurs éléments nuisifs sur notre territoire. Donc voilà, ça c'est l'actualité la plus récente. Donc sur cette question-là. Et pour le reste, c'est sans de débat dans lequel moi je ne veux pas entrer. Je reste sur ce qui est d'actualité. Donc voilà. Et on a vu, même le Premier ministre belge qui disait qu'il y a eu signature, mais sur le terrain, il n'y a pas d'avancée. Mais je vais vous dire une chose, les gens vont s'arrêter, faire cette lecture parcellaire, s'arrêter que sur la main tendue, mais ils ne comprennent pas que nous négligeons aucune batterie. Toutes les batteries sont en marche. Hier, il y a eu des combats. Hier, nos compatriotes qui sont au front ont anéanti, neutralisé un nombre inconsidérable des éléments. Mais ça sent juste le tâtonnement auprès du chef de l'État par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Tantôt il avait dit non avec le M23, on l'a vu, ils sont en train de négocier à Doha et aujourd'hui non à Kagame. Là encore il a tendu sa main. Voilà pourquoi c'est comme s'il n'a pas une recette exacte pour résoudre la crise sécuritaire à l'Est. C'est comme ça que vous trouverez dans une nation, il y a ce qu'on appelle le ministère de la Défense. À une époque, on appelé ministère de la guerre pour la plupart des nations, et vous trouverez aussi dans une nation où on a un ministère de la diplomatie spécifiquement. Donc on doit être disposé à combattre, on doit être disposé à parler. C'est ça dans une nation. Donc voilà. Et comme on ne peut pas régler tout seul, on a besoin de témoins, on a besoin de partenaires, et tout forum international est indiqué pour parler de ce qui se passe. Puisque même certains Congolais n'ont pas conscience de ce qu'est notre nation sur le plan international. Nous arrivons à parler de cette agression même dans des forums qui concernent la biodiversité. Et oui, messieurs, vous pouvez bien... C'est ça, on dit que les chefs d'État pleurnichent trop à force de trop parler. La question, c'est qu'il ne faut pas comprendre les choses comme si on avait 4 ans d'âge mental. Il faut avoir une vision globale de comment est-ce qu'on solutionne un conflit. Même la guerre, quand on fait la guerre, même quand une guerre parvient à se terminer sur la voie des armes, on finit à table, puisqu'il faut signer qu'est-ce qui va payer les réparations, établir les responsabilités. Pour certains qui entrent dans cette vie un peu comme ça, avec un rideau voilé sur la réalité ou sur la culture de ce qui se passe, ils peuvent bien commenter de manière parcellaire. Mais moi, je fais un commentaire qui est global, puisque je sais comment ça se passe, et la République démocratique du Congo, pour vous faire une preuve, n'a abandonné aucune batterie.
Sur le front, nous continuons à pilonner les positions, nos terres qui sont occupées par l'ennemi. Nous continuons de faire des victimes dans les camps ennemis. Il y a même des rendus. Vous êtes avertis sur cette question. Vous allez voir. Donc voilà. Et pendant ces temps, on parle sur le forum au niveau international. C'est ça une nation. C'est comme ça qu'on parvient à mettre fin à une guerre. Mais parler de cette main tendue du chef de l'État, ça signifie quoi alors pour avant de redonner la parole à votre co-débatteur? Mais vous n'avez pas vu que le 27 juin, on a signé à Washington. Vous n'avez pas vu qu'à Doha, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères rwandais ne cesse de faire de tour à Doha, puisque le Rwanda est impliqué. Mais ça bloque aussi de ce côté-là. Ça bloque de ces côtés-là. Nous, on manifeste notre volonté pour parvenir à la paix. Puisque pour les autres, on entend agression rwandaise en RDC. Pour nous, c'est la douleur de villages qui sont brûlés, de femmes qui sont violées, des enfants qui sont enrôlés de force. Nous ressentons cette douleur-là à même notre chair. Donc c'est comme ça qu'on est engagé sur tous les fronts possibles. On va négliger aucun front. Donc voilà. Pour nous, la paix est quelque chose de précieux. On doit la retrouver d'une manière ou d'une autre. Monsieur Edeba, la RDC est engagée dans tous les fronts. Donc la main tendue de Félix Tshisekedi est une stratégie notamment pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'Est. J'ai cru rencontrer une intelligence quand mon jeune frère aussi... Non, je vous permets pas. Vous ne connaissez pas mon... Vous êtes jeune homme. Vraiment. Quand ce jeune homme a commencé par... S'il vous plaît. Un peu d'élégance. S'il vous plaît. Un peu d'élégance. S'il vous plaît. D'accord. En avance alors. C'est bon. Un peu d'élégance. Ça marche. Vous êtes jeune homme. Vous êtes jeune homme. Retirez ça, monsieur. Commencez par revoir le mission. Vous m'avez appelé jeune homme. Non, je ne vous ai pas appelé jeune homme. Si, au départ. Au départ, vous m'avez appelé jeune homme. Vous m'avez appelé jeune politique. Non. Vous avez commencé par m'appeler jeune homme. Mais le débat ne se trouve pas là. Donc, c'est-à-dire que vous rencontrez des autistes que vous ne voulez pas qu'on vous le retourne. Un peu de respect. Commencez par retirer ça. Commencez par retirer le fait que vous m'appeliez jeune homme. Monsieur Larousse, monsieur Joseph. Commencez par le retirer. Répondez à la question. Vous êtes jeune homme alors. Répondez à la question, nous sommes en train de... Quand ces jeunes hommes ont pris la parole, j'ai cru entendre quelqu'un de très structuré. J'ai cru entendre la science me rencontrer. J'ai cru entendre la diplomatie s'associer à un débat de qualité. Mais il n'a amené que les arguments fantaisistes. Qu'est-ce qu'il rencontre? Nous sommes dans tous les fronts, le chef de l'État, nous pouvons parler de l'agression congolaise dans tous les forums, même là où on parle agriculture. C'est ce que j'entends parler. C'est ce qui peut rétablir l'autorité de l'État dans les zones aujourd'hui contrôlées. C'est ce qui peut faire taire un agresseur. Non mais on se trouve où là? Voilà pourquoi on est plus surpris de rencontrer les gens de l'île de Pest qui rencontrent n'importe quoi sur le plateau. L'art de la guerre, c'est selon Sun Tzu, qui est un stratège de guerre, c'est de combattre l'ennemi sans se tirer des fusils, sans se tirer des balles. Soumettre son adversaire sans combattre. Pour lui, la défense de la République démocratique du Congo et la restauration de l'autorité de l'État se fait par les plaintes et les jérémiades faites ça et là. Il dit que Félix Antoine Tshisekedi parlait au devant de son agresseur. Mais c'est faux. Nous avons récemment signé un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Dans cet accord, il n'est nulle part mentionné que le Rwanda était l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et dans ce même accord, il est précisé que l'État reconnaisse le fait qu'il était en train d'appuyer les FDLR qui se trouvaient ici en République démocratique du Congo. Ce qui voudrait dire qu'avant que le Rwanda prenne les décisions de, n'est-ce pas, retirer ses militaires en République démocratique du Congo pour le besoin de la sécurité, la République démocratique du Congo, au travers de ses gouvernants, doit commencer par combattre et éradiquer les FDLR. Ce qu'ils ont accepté. En quoi ça a changé pour que vous puissiez commencer par demander une main tendue à Kagame, pour que nous puissions parler de la paix? Mais nous parlions déjà de ça depuis longtemps. Mais c'est parce que le Rwanda est derrière la... Mais le Rwanda a dit au travers son ministre des Affaires étrangères devant Donald Trump que le retrait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo est conditionné par l'éradication des FDLR. Sommes-nous en train de rêver ou quoi? Vous comprenez? Et ces gens veulent nous faire comprendre que notre État, non pas selon la convention de Montevideo qui dit qu'un État
disparaît par déliquescence dès lors qu'il ne sait pas prendre ses responsabilités et sécuriser la frontière et voir sa population. Mais selon eux, notre État doit continuer à se plaindre comme Zelensky le fait partout dans le forum, espérant restaurer la paix dans le monde. C'est une première, cette théorie-là. La preuve, c'est qu'en Ukraine, il n'y a pas de paix. On a choisi les ambitions belliqueuses. La réalité, c'est que les Ukrainiens meurent au jour le jour. Les installations stratégiques sont bombardées au jour le jour. La voie ici proposée jusqu'à aujourd'hui par l'opposition, l'Église, selon la philosophie de Norberto Bobbio, qui disait que ceux qui exercent le pouvoir, ils doivent accepter la proposition de l'opposition, pourtant salutaire. Si ce n'est pas le cas sur le plan des droits, c'est une faute de la mutation civilisationnelle. Et sur le plan de la spiritualité, c'est une sorcellerie. Ils ne prennent pas la proposition de l'opposition. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent aller se plaindre ça et là. Parce que le chef de l'État a dit, le chef de l'État a dit, le dialogue doit être, ou doit se faire, sous son seule initiative. Et pour qu'il y ait dialogue, lui il pense qu'il faut réunir les éléments qui viennent, qui tombent du ciel, et appeler à un dialogue, selon ses voeux. Nous avons proposé des solutions durables qui passent par la communication, l'échange, afin d'établir et de savoir identifier les causes profondes de l'insécurité que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le chef de l'État fait? Il choisit passer dans des tribunes, même là où on ne l'attend pas. Donc, vous allez vous souvenir qu'il est même allé à Davos, une conférence économique qui n'avait rien à voir avec la question de la sécurité, pour parler de l'agression. Mais est-ce que nous sommes désormais devenus un pays qui a perdu sa souveraineté, où nous n'avons plus un État? Avons-nous vraiment un chef d'État, ou nous avons un chef d'État qui fait allégeance à ses bourreaux? Parce que c'est à ces mêmes bourreaux qu'on retourne pour demander une certaine, je ne sais pas, collaboration. Pendant ce temps, le peuple congolais mérite. Mais il lui a dit qu'il fallait retirer. Pendant ce temps, madame, les gens sont à Goma, mais ils ne savent pas prendre un avion à Goma pour venir à Kinshasa. Pendant ce temps, les gens qui habitent Bukavu ne savent pas prendre un avion pour arriver à Kinshasa. Et le pays est aujourd'hui presque saucissonné. Pour vous préciser clair, c'est qu'aujourd'hui, les mouvements rebelles à l'est du pays réunissent préalablement les éléments constitutifs d'un État en droit international. Sauf la monnaie aujourd'hui qui n'est pas frappée. Mais si aujourd'hui nous continuons avec cette logique-là, dites-nous comment est-ce que nous allons restaurer l'autorité de l'État en République démocratique. Donc Félix Tshisekedi doit oublier tous ces processus, Doha, Washington et mettre en pratique cette proposition de l'opposition de l'Église catholique qui est le dialogue. Exactement, madame. Pourquoi? Parce que ça fait combien de conférences aujourd'hui? Combien des accords aujourd'hui signés? Pourquoi il n'y a pas rétablissement de la paix? C'est parce qu'il y a un problème à la tête. On a un gouvernant, on a un dirigeant qui ne représente plus la force. Et quand vous ne représentez pas la force, personne ne peut vous craindre. Le Rwanda ne va pas nous respecter. La preuve, c'est que Félix Antoine Tshisekedi, encore une fois, il va s'agenouiller auprès du Rwanda. On ne respecte pas, on ne demande pas de collaboration avec celui qui pille, qui tue notre peuple. C'est clair. Donc, j'aimerais demander à mon frère qui va prendre la parole bientôt de me rencontrer sur des bases scientifiques qui démontrent comment est-ce que l'on met dans le monde, les dirigeants ont pu mettre fin à des guerres et à des combats intranationaux. Monsieur Larousse Mouya, en tant que débatteur, vous avez écouté, Félix Tshisekedi est en train de faire la ronde des tribunes, aucune solution. Il s'est engagé dans des différents accords jusque-là, rien. Il y a Nairobi, Luanda, Doha maintenant, Washington, jusqu'à présent il n'y a rien. Pourquoi pas ne pas accepter la proposition de l'opposition, dialoguer, un dialogue en interne parce que c'est un problème des Congolais. Merveilleux. Il m'a payé une bonne tranche de rire. Hein. Parce qu'il y a un méli-mélo qui manque de logique dans ses réflexions. Mais on va répartir. Quand il parle, il explique que le Rwanda agresse et qu'on se met à genoux devant l'agresseur, on n'obtiendra jamais de respect dans ce sens-là. Le même, quand il a dit ça, il revient pour dire qu'il reviendra la paix quand on va prendre en compte ce qu'ils ont fait comme proposition. Baliverne, madame. Baliverne. Vous rejetez toujours. Non, vous êtes toujours dans le rejet. Vous avez entendu la contradiction, madame. Vous avez entendu la contradiction. Il reconnaît que c'est Kagame, mais il dit la paix ne sera rétablie. Souffrez que je parle. Il reconnaît que c'est Kagame, et puis il dit que la paix ne sera rétablie que si le chef de l'État acceptait ce qu'il proposait comme proposition, et qui... Mais on a vu ça en 2002 avec Joseph Kabila. Qui parle le dialogue interne. Donc, si on comprend bien, Kagame, les armes, eux, pour agresser la RDC,
si on parle avec eux, donc ça donnera satisfaction à eux et à Kagame, la République va revenir en paix. Non, le dialogue, c'est parce qu'on va toucher les causes profondes des Congolais. Ces Congolais qui sont battus là à l'FC M23, qui sont aussi de Congolais qui viendront aussi exprimer leurs désidérata. Pourquoi pas les écouter? C'est dans ce sens-là qu'il faut dialoguer, M. Larousse Mouya. Je ne veux même pas perdre mon temps à poser la question à mon co-débatteur de me citer une seule cause profonde. Parce que c'est un verbatim qui est venu du Rwanda spécifiquement. Ils sont incapables de les citer. Une seule cause profonde qui fait que ces gens ici aillent prendre les armes pour agresser la nation. Mais on sait, on connaît la formule. À moins d'être complètement lobotomisés par le Rwanda, par Kagame et par les leaders, que certains jeunes gens dans la classe politique congolaise vont suivre des personnes qui ont travaillé avec Kagame, qui ont travaillé avec Kabila, et vous entendez ces discours ambiants là, sur les réseaux, vous voyez certains d'entre eux, voilà. Mais pour ceux qui ne sont pas que scientifiques, hein, qui sont témoins de l'histoire, on sait ce que Kagame est parvenu à faire avec l'FDL, ils avaient même pris le pouvoir, ça ne leur a pas suffi. Et puis après, RCD, CNDP, et aujourd'hui M23, et puis AFC, il va continuer comme ça à recycler. Et qu'est-ce qui se passe quand il recycle des gens qui l'arment pour agresser la RDC? Il recycle aussi sa classe politique civile. Ça marche pareil. Et on les rencontre partout dans le forum. Nous, patriotes, on n'est pas étonnés. Donc voilà. Alors, c'est que eux demandent, je parle de la CNCO spécifiquement, ce qu'eux demandent. Le dialogue. Ces dialogues-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va congoliser l'agression rwandaise. Mais vous savez que les armes viennent du Rwanda. Vous savez que ceux qui ont attaqué Gobin, ont traversé par la Grande Barrière, sont des éléments rwandaises. Donc comment vous allez nous expliquer que si on parle avec vous, je me demande aussi, mon frère qui est en face de moi, si c'est un expert stratège militaire, s'il va porter l'habit noir, prendre une arme pour monter au front et le combattre, après les dialogues, que demande. Vous comprenez? Ces dialogues, dans ce pays, on a vu que le dialogue aussi a mis fin à une guerre en 2001. Je vous parle, et le chef de l'État vous parle d'une paix durable, madame. D'une paix durable. Combien de fois on a dialogué? On est parvenu à faire une aberration politique. Mais combien de fois le chef de l'État ne cesse de faire la ronde? La question est que s'il faut mourir, alors on va mourir tous une seule fois pour toutes. Mais sinon on ne mourra pas, on marchera sur le corps de l'ennemi. Mais est-ce que vous avez oublié l'hypothèse de faire la guerre? Parce que le chef de l'État, c'était l'une de ses promesses. Je vous ai expliqué qu'aucune barrière, aucune batterie n'est négligée. Qu'en ce moment où nous parlons... Kigali à partir de Goma. En ce moment où nous parlons, nous n'avons pas encore épuisé le moral diplomatique. Mais en même temps, nos lignes tiennent parce que vos compatriotes sont en train de combattre en ce moment même. En ce moment où nous parlons, ils sont en train de combattre. Donc voilà. Quand vous entendez des gens vous dire que après les dialogues, la négociation et tout, il y aura la paix, posez-leur la question, est-ce que les armes viennent de vous? Puisque ce n'est pas vous qui êtes au front à agresser la RDC. Par rapport à ce que vous dites. Mais comment vous nous expliquez que par enchantement, dès qu'on négocie ou on suit votre formule magique, directement la plupart... Monsieur Diallo, monsieur Larousse, c'est pas qu'on peut l'appeler tous ces opposants, l'opposition rebelle, armée plutôt que j'allais dire, l'opposition armée, elle vient Corneille Nangaa devant Félix Tshisekedi, va expliquer pourquoi il a décidé de prendre des armes, X, Y, telle personne décide pourquoi il est contre le régime, et ensemble, on va trouver un intérêt d'entente et mettre une stratégie, une politique pour que tout ceci s'arrête, peut-être définitivement, monsieur Larousse. Mais lorsque vous refusez, juste avec de préjugés, vous ne voulez pas écouter par de préjugés, vous jetez catégoriquement l'idée du dialogue proposé par l'opposition et soutenu plutôt de l'Église catholique également. La République, c'est un régime d'autorité, madame. Vous allez faire quoi de vos compatriotes qui sont morts? De vos compatriotes qui ont été violés, assassinés? Vous allez faire quoi? Ils vont revenir à la vie? Puisque Nangaa est venu parler. Et ça passera où l'autorité de l'État? Terminer ces histoires-là où on lavait ceux qui avaient pris des armes avec l'appui du Rwanda pour agresser la République. On va obtenir une victoire qui serait une victoire totale et définitive. Mais voilà, pourquoi pas revenir, comment faire la guerre alors? Mais je vous ai expliqué en ce moment ici que le FARDC était en train de tenir des lignes, je vous ai expliqué. Donc, et que le moyen diplomatique n'était pas encore épuisé. Donc voilà. Et vous pensez qu'on va continuer à regarder comme ça, de manière continuelle, sans passer à d'autres formes de recours? Absolument pas. Donc la République n'a pas épuisé ses moyens. On est là, on tient. Notre objectif, c'est la paix durable, totale et une justice équitable. Donc pour l'instant, on ne parle pas de dialogue. Le chef a parlé sur cette question, il a été clair, il a été martial.
le dialogue sera convoqué par son initiative. C'est pas une forme de dictature. Ça dépend de celui qui va entendre selon ce qu'il veut. Mais on n'a pas à avoir deux confessions religieuses qui font une campagne par-ci par-là, qui viennent avec une feuille pour vous obliger de suivre ce qu'ils ont donné comme recommandation. Alors même que dans l'ensemble de ce qu'on a comme confession religieuse, ils sont minoritaires. Que n'ont-ils pas de bonnes âmes que de venir s'initier dans les affaires de ceux qui ont été élus, qui ont reçu mandat pour ça? Vous n'avez pas obligé un chef d'État la conduite et la politique qu'il doit appliquer pour le mandat qu'il a reçu du peuple. C'est ça aussi la démocratie qu'ils veulent faire respecter dans cette nation. Monsieur Joseph, répliquer, l'Union sacrée n'est pas prête à dialoguer avec, à organiser un dialogue pour notamment résoudre cette crise telle que vous le proposez. Madame, je vais accorder quelques minutes à mon co-débatteur. Posez-lui la question. Quelle est la stratégie de l'UDPS? Cette stratégie qui permettra à la restauration de l'autorité de l'État. Cette stratégie qui va permettre à ce que l'UDPS obtienne la victoire tant diplomatique que militaire face à l'agression rwandaise. Posez la question à mon côté. Non, non, il a dit ici que toutes les cas... Non, je lui accorde ma minute. Non, non, vous répondez parce qu'elle est encore derrière le temps. Ça, il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune initiative à part le plainte et les jérémiades. Au niveau international, ce ne sont que de plaintes. Il a dit, on ne va pas permettre à ce que les agresseurs, ceux qui tuent le peuple congolais, puissent s'en sortir comme ça. Mais il oublie que l'agresseur principal identifié ici, c'est le Rwanda. Mais ce même Rwanda a été lavé par l'UDPS, qui est allé d'ailleurs ratifier en violation de la Constitution un accord, un traité de paix à l'international entre le Rwanda et la RDC. Nulle part dans cet accord, il est précisé que le Rwanda a martyrisé la République démocratique du Congo. On ne peut même plus parler de ça. Le Rwanda n'est plus le responsable premier de ce qui se passe à l'Est, parce que c'est vous qui avez signé ce document. Deuxièmement, il a dit les dialogues n'a jamais réglé le conflit. On ne peut pas permettre à ceux qui ont pris les armes hier pour se retrouver en train de discuter et à faire. Mais bien, il nous accuse indirectement, ne sachant pas qu'il incombe à celui qui allègue les faits de fournir le preuve. Il nous dit que nous travaillons avec Kagame. Avec quelle preuve? Avec quel élément à présenter à la population aujourd'hui? Tellement que les gens sont bondés par la rwandophobie, ils voient les Rwandais partout. Mais je veux le rappeler parce qu'il n'a jamais cité un auteur malgré qu'il est en train de marcher avec un livre. Amen. Je veux lui rappeler l'abbé Monseigneur Sieyès Emmanuel. Il disait dans son ouvrage La souveraineté nationale, 1795, il n'était même pas là, l'État congolais n'existait même pas. Donc, toi, c'est de même. Les principes de toute souveraineté résident essentiellement dans la nation. Les despotismes étant la clé de la frustration des uns et des autres, l'Église peut donc assurer la médiation pour que la restructuration s'efface de l'expression philosophique de la nation en vue de, n'est-ce pas, récomposer une gouvernance de qualité. Ça, l'État congolais n'existait pas. Ça, l'agression rwandaise n'existait pas. Ça, il n'y avait même pas encore délimitation de nos frontières entre États et États de l'Afrique. C'est-à-dire, le rôle, la responsabilité de l'Église aujourd'hui n'a pas commencé avec la République démocratique du Congo, c'est depuis l'ancienne époque, c'est depuis les périodes, n'est-ce pas, qui ont précédé l'existence de l'État congolais. Et vous savez, madame, que dans ce pays, nous avons déjà l'expérience d'avoir entrepris des dialogues qui nous ont aidés à décrisper les climats politiques pour redéfinir la philosophie de la gouvernance de notre nation. Mais je suis étonné quand un monsieur prend sa cravate, il prend sa veste, il met sa veste, il arrive, il dit non mais écoutez, on ne va pas faire le dialogue, il faut attendre que le chef de l'État. Non, c'est comme si le chef de l'État offrirait un cadeau à l'opposition en faisant le dialogue ou en appelant au dialogue. Or, dans la culture africaine, le dialogue reste parmi les mesures supraconstitutionnelles qui s'imposent quand le Léviathan s'affaiblit. Aujourd'hui, l'État congolais, peut-on parler de sa souveraineté pendant que les questions sécuritaires sont abordées à l'international, dans les jérémiades? Peut-on aujourd'hui parler de la force du Léviathan qui s'est imposé sa volonté aujourd'hui pendant que une grande partie de notre territoire est contrôlée et l'État ne sait même pas mettre pied? Tshisekedi ne sait pas mettre pied à Goma. Moi encore, Madame Soumino à Bukavu.
Pourquoi? Parce que l'État a perdu le contrôle. Vous allez vous souvenir du communiqué du ministre de l'Intérieur qui dit qu'il y a une administration parallèle. Nous avons maintenant un État qui dénonce l'occupation. Et mais que voulez-vous que l'on fasse pour restaurer l'autorité de cet État-là qui ne sait pas disposer d'une stratégie imposant la volonté du Léviathan à l'est du pays? Pourquoi vous n'insistez pas sur la guerre? Non, mais quelle guerre? Quelle guerre? Le chef de l'État a dit à la moindre escarmouche. S'il vous plaît, la République démocratique du Congo instamment n'a pas les moyens de faire la guerre avec le Rwanda. Le chef de l'État a dit à la moindre escarmouche. Le chef de l'État a dit à partir de Goma, on n'oublie pas ça. Le chef de l'État, en janvier, quand Goma est tombé, il est venu promettre une riposte rigoureuse. On ne faisait pas ici allusion à la diplomatie, on faisait une allusion à la guerre. Pourquoi vous insistez? Le ministre de la Défense est venu encore assaisonner la recette en disant que nous allons faire la guerre par air, par terre, par couloir et par mer. Vous le savez bien. Mais alors pourquoi l'opposition vous n'insistez pas sur attendez. la guerre au lieu du dialogue? Mais nous n'avons pas les moyens de faire la guerre. La preuve c'est qu'aujourd'hui, l'occupation fait plus de 7 mois, plus de 8 mois. Qu'est-ce qui nous empêche, nous? Qu'est-ce qui empêche à notre armée de récupérer cet espace contrôlé? C'est l'absence d'un leadership hiérarchique. Ce n'est pas la faute à l'armée, c'est la faute au commandement. D'où le problème du leadership et de la gouvernance de qualité de la part de nos autorités politiques s'impose. Et on ne doit pas ici venir emberlificoter la population qui nous suit, comme quoi il y a des solutions magiques ou célestes qui vont venir et vont imposer le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. Arrêtons de blaguer avec ces peuples. Donc nous devons ici nous ressaisir encore une fois pour dire que tout ce qu'il y a comme accusation gratuite sur le Rwanda, Kigali, Kagame, ce n'est pas une première, mon frère, vous n'êtes pas le premier à l'utiliser contre nous. Mais cependant, vous devez vous rappeler que l'opposition républicaine que nous sommes, nous avons la responsabilité de rappeler à l'État, n'est-ce pas, les valeurs, rappeler à l'État son rôle premier, le rôle de, n'est-ce pas, répondre aux désidérata de la population qui se voit aujourd'hui être abandonnée à l'est du pays. De cette population qui aujourd'hui vit la misère, non pas seulement à l'est, mais dans partout la République démocratique du Congo. Et donc, en effet, pensez aujourd'hui que le dialogue doit se faire sur le mécanisme où le chef de l'État dit et pense que maintenant c'est le moment, c'est endormir le pays. Et le danger, c'est quoi? Le professeur Ndaïwel le dit, que ce que nous avons plus peur, ce n'est pas la balkanisation de la République démocratique du Congo, mais c'est l'implosion de notre nation. C'est la dislocation de cet État. Et vous devez vous souvenir que le démon de la sécession ou de la dislocation de cette nation ne disparaissent pas, ils sont toujours là en train de ce pays. Ce que nous craignons, l'opposition craint l'implosion de cette nation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par les actes posés, les actes institutionnels, effrités posés par ceux qui nous gouvernent, ils arrivent à balkaniser l'Est de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, madame, que ce sera non pas une première, mais l'enclenchement de l'implosion de notre nation. Parce qu'en faisant cela, chacun de nous va se voir dans l'obligation de pouvoir agir autrement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne savent pas, dans l'unité nationale, converger les idées des Congolais afin de gouverner. Parce que gouverner, c'est répondre aux désidérata de la population. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est voir de loin ce qui peut arriver aux Congolais de manière désastreuse et anticiper une action institutionnelle qui défie l'usure de temps. Ce n'est pas par les rencontres, ce n'est pas par les accords signés entre CLTR, ce n'est pas par écoutez, tout ce que vous voulez, les alliances signées avec les anges. Moins encore, même avec les États-Unis. Donc, la solution ne réside nulle part ailleurs que dans la logique des dialogues. Et pourquoi le dialogue? Nous avons dialogué avec le Conseil national souverain. C'est ce qui a permis à ce que le pays puisse, n'est-ce pas, respecter les climats politiques et faire la conférence nationale souveraine. Nous avons aussi discuté avec l'Église qui nous a permis et qui a permis à Félix Antoine Tshisekedi d'être là où il est aujourd'hui. C'est la Senko qui a mis pression à Kabila pour que nous puissions aller au dialogue de la Saint-Sylvestre. Ce qui a abouti finalement à l'organisation des élections, bien que ces élections n'ont pas reflété la volonté du peuple, parce que Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais été élu. Mais au moins nous avons permis à ce qu'il y ait alternance pacifique du pouvoir. Pendant que Joseph Kabila était jeune et pouvait encore envisager, non pas comme Paul Biya, un troisième mandat.
Mais madame, vous devez retenir une chose. Aujourd'hui, Tshisekedi fait la honte de tout Congolais. Aujourd'hui, Tshisekedi et son gouvernement font la honte de cette nation. Et aujourd'hui, Tshisekedi et tous ses collaborateurs, n'est-ce pas, bras de notre souveraineté et n'est-ce pas, représentent aujourd'hui une nation pleureuse. Monsieur Larousse, Tshisekedi fait la honte de la nation parce qu'il a tendu sa main à Paul Kagame, mais cette main tendue a été rejetée par Paul Kagame aussitôt qu'il aussi avait pris parole sur cette tribune. Mais le ministre des Affaires étrangères rwandais qui dit que cette main tendue ressemble à une politique, à un cinéma. Vous refusez le dialogue, la main tendue de Tshisekedi rejetée par Paul Kagame. Que serait maintenant la suite? Je viens d'entendre un méli-mélo indigeste et illogique, où on ne sait pas au final qui est l'agresseur, si c'est Paul Kagame ou si c'est l'opposition congolaise, ou avec qui est-ce qu'on doit signer pour parvenir à obtenir la cessation des hostilités, si c'est l'opposition congolaise ou si Paul Kagame. Donc vous avez la recette de cette imbroglio. Alors, la main tendue par le chef de l'État, si vous avez lu le quotidien paru au Rwanda hier et ce matin, vous vous rendrez compte que c'est pris par le Rwandais comme une forme de gifle diplomatique. Mais il n'y a que deux Congolais qui se retrouvent... Non, le ministre des Affaires étrangères a dit que ça ressemble à un cinéma. Je vous ai parlé de quotidien paru au Rwanda hier matin et aujourd'hui matin. Donc voilà. Pour eux, c'est un stratagème. Pour eux, le chef de l'État cache une autre politique derrière la tête. Pour eux, voilà. Mais pour le Congolais, ils disent qu'on va pleurnicher. Voilà. Le Rwandais dit qu'il ne croit pas à la sincérité de cette étendue et tout. Ok. Au fond, il faut être sur une ligne. Qu'est-ce que vous voulez? La cessation des hostilités? Ok. Qu'est-ce qui agresse la RDC? C'est le Rwanda spécifiquement connu. Voilà. Je ne veux pas suivre tout et tout mélanger. Avec qui est-ce qu'il faut négocier directement pour obtenir la cessation? C'est le commandant en chef. Quand on connaît tant soit peu le métier des armes, c'est le commandant en chef. Paul Kagame. Voilà. Mais il a dit non. Il dit non, ça c'est lui qui dit, et nous on ne va pas s'arrêter sur son nom. On continue. Ouais, vous allez faire, c'est ça maintenant ma question. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous ai rappelé, j'ai l'impression de le répéter. Je vous ai rappelé que vos compatriotes, en ce moment même, sont en train de combattre. Jeu de gens qui sont sur la ligne. Monsieur Larousse, les Congolais veulent peut-être attendre un jour que les FARDC sont bombardés Rwanda. Il y a une partie du Rwanda qui a été attaquée par les FARDC. C'est ce que les Congolais veulent parce qu'on veut une riposte. C'est cette riposte que les Congolais veulent entendre. On soutient nos FARDC, nous sommes avec eux, de cœur avec eux. Mais c'est cette riposte-là, cette promesse-là d'attaquer Kigali à partir du Rwanda. C'est cette riposte-là que les Congolais veulent écouter. Vous en conviendrez avec moi. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça pour qu'on puisse faire mal à l'ennemi. Vraiment mal. Oui, parce qu'eux aussi, ils nous font très mal. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des mécanismes diplomatiques qui sont en cours en ce moment. Est-ce que vous considérez cela, au moins, pour ces Congolais-là, que pendant qu'il y a de pourparlers, pendant qu'il y a des échanges, pendant qu'il y a des encours diplomatiques, on ne peut pas se permettre, voilà, c'est irrationnel. Mais en même temps, on ne vous a pas interdit de garder vos lignes, de continuer à sécuriser vos positions et à éviter que l'ennemi n'avance. Je vous ai dit qu'hier, en ce moment même, il y a des combats. Parce que j'ai des gens avec qui je parle qui sont sur les lignes de front. Mais ça se déroule en RDC, à Goma, à Bukavu. Ce n'est pas hors nos frontières. Effectivement. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on est à la fois en train de parler, et en même temps, on est dans une position militaire où nous tenons nos lignes. Donc voilà. Jusqu'à là, la politique d'entrer en guerre directement avec le Rwanda, c'est une option. Cette option est sur la table. Donc voilà. On ne veut pas être taxé devant la guerre, en fait. Donc, on parle, on discute, il y a des échanges. Et si, par le moyen diplomatique, par les canaux diplomatiques, on peut parvenir à avoir la sécession complète. Vous pensez que ça va arriver puisque il y a eu plusieurs
discours sur le plan diplomatique. Je vous ai dit que nous avons plusieurs options. Telle option peut marcher ou telle autre. Si telle autre ne marche pas, on va alterner sur une autre option. Donc voilà. Mais quelle est l'option qui va marcher alors? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais on est sur toutes les recettes possibles, madame. C'est pas un tâtonnement être sur plusieurs recettes, monsieur Larousse. Connaissez-vous un pays dans l'histoire du monde qui n'a eu que le ministère de la diplomatie, qui n'a pas eu un corps d'armée quelque part? Connaissez-vous un seul pays? Ça n'existe pas. Il faut avoir au moins, un corps de police. Mais avoir aussi la diplomatie à côté, avoir aussi le ministère de la justice. C'est ça, au fait. Quelle est cette conception où on pense qu'on ne doit aller que sur une voie donnée? Je vous ai dit ici, même quand une situation de guerre se termine par les armes, on finit par s'asseoir autour de la table pour signer des actes, définir des traités, établir des responsabilités. C'est comme ça. Donc la diplomatie et la guerre, ça marche de pair. Quand le chef de l'État dit que devant ce forum, je prends le monde à témoin, c'est un appel et ce sont des paroles qui ont de signification, qui sont fortes. Donc voilà, d'un moment à l'autre, si la main tendue est refusée de manière drastique et que les autres continuent à jongler avec les pommes de la discorde, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va déchaîner le flamme sur le Rwanda, effectivement. Mais quand mon co-débatteur me dit, vous nous accusez de travailler avec le Rwanda, vous n'avez pas de preuves, enfin, quand vous entendez des gens qui ont une communication qui est mot à mot calquée sur la communication d'un agresseur comme Corneille Nangaa, vous ne posez pas la question, qui à chaque fois que la République fait des avancées en termes de renforcement de notre armée, sur le champ militaire où on a capturé autant des éléments du M23, où il y a autant de rendus, où on a bombardé autant de positions, jamais un mot de leur part pour saluer le bravoure de nos hommes qui combattent au front, à aucun moment. Mais à chaque fois que de l'autre côté on fait des déclarations et tout, vous les entendez, voilà. Comme aujourd'hui par exemple, vous entendez comment est-ce qu'ils sont exaltés. Ils sont un peu partout sur tous les plateaux, hein. Moi je ne suis pas étonné. Mais la question c'est quoi? C'est une période où on voit qui est qui. Donc derrière quelle formation les gens se retrouvent, c'est aux côtés de qui ils ont fait quoi lorsqu'ils étaient à la tête de la nation, et on voit demain. Mais vous ne pensez pas qu'assez critique, c'est parce que le chef de l'État a, on peut dire, beaucoup parlé par rapport à cette situation, par rapport à la guerre à l'Est. Voilà pourquoi il le rattrapé par ses propres mots. Aujourd'hui, c'est ce que on ne critique pas les faits que le chef de l'État puisse parler de la crise à l'Est. On ne refuse pas là. On lui a accordé cette possibilité-là. Mais de cette main tendue, c'est par rapport à ce que lui avait déjà dit avant. Mais et voilà pourquoi ces propos lui ont rattrapé. Avant quand? Puisque nous avons signé en juin le 27 un traité de paix avec le Rwanda. Des cadres de concertation ont été établis, où on doit travailler, voilà spécifiquement. Mais d'avant quand? Donc le chef était tout simplement dans la droite ligne de ce qui est fait sur le plan diplomatique en ce moment, pour dire que dans l'aspect diplomatique, moi je vous proposerais ceci, Paul Kagame, faisons ci, faisons ça, voilà. Après, c'est à lui d'apprécier. Cette époque-là où on pouvait avoir un +4, où on en avait de jeunes gens qui avaient versé le sang dans la nation, comme ces sangs qui étaient recyclés, qui étaient, voilà quoi, indemnisés, comme si c'était eux, enfin, à qui on avait causé du tort. Ces temps-là est terminé, où les rebelles étaient sacralisés, où ils gardaient les terres qu'ils avaient occupées à l'est de la République avec grade et fonction. Ce temps-là est terminé. Mais qu'est-ce que les autres veulent, les opposants, si on peut les appeler comme ça, ou les agresseurs? Parce qu'on ne sait plus quand ils communiquent, on ferme les yeux, vous avez l'impression d'entendre Corneille Nangaa, ou voilà. Donc, ce qu'eux ils demandent, c'est quoi? C'est que nous puissions congoliser l'agression rwandaise. C'est que les chefs de l'État ne veulent pas. On ne va pas. On ne va plus congoliser l'agression rwandaise. L'ennemi sera nommé et pointé. Et quand on aura terminé avec cette guerre, alors là, on pourra voir la question du dialogue avec ceux qui n'ont pas travaillé sous Kagame pour verser les armes, pour verser le sang en RDC. Donc c'est ça la différence au fait. C'est ça la différence. Chacun doit établir ses différences dans sa tête. Bon, nous arrivons déjà presque à la fin de cette émission. Monsieur Joseph, vous voulez congoliser l'agression? Non, mais vraiment, la première personne pour parler qui a même de la baisse du taux de dollar, la mémoire et l'honneur de nos militaires qui sont tombés dans le champ de bataille, c'est eux. C'est le chef de l'État, c'est lui de baisse. Tous ceux qui sont morts à Goma comme militaires, toutes ces familles qui ont perdu les leurs, ça ne représente rien
pour ceux qui nous gouvernent. Ils sont les premiers à légitimer aujourd'hui la balkanisation. Je vous ai rappelé ici en droit international les éléments constitutifs d'un État. Et je vous ai rappelé que les Congolais qui ont choisi de prendre les armes, ceux qui ont choisi de, n'est-ce pas, se rebeller contre l'autorité publique, réunissent tous les éléments aujourd'hui presque constitutifs d'un État, sauf la monnaie qui n'est pas encore frappée. Pendant ces temps, vous lui avez posé la question ici avec beaucoup de tendresse, qu'il vous donne la stratégie qui permettra à ce que nous puissions avoir le rétablissement de l'autorité de l'État, mais aussi le rétablissement de la paix. Il a balbutié, il a raconté toute sa vie. Il dit même que, est-ce que connaissez-vous dans ce monde un État qui manque une armée? Mais qu'est-ce que j'entends là? Il y a beaucoup d'États qui n'ont pas d'armée. Je dois rappeler ici, oui, je dois rappeler ici le Vatican. Je dois rappeler ici la Costa Rica. Je dois rappeler ici l'Islande. Vous voyez? Donc, on est venu raconter sa vie en lieu et place de parler de choses sérieuses. Mais cependant, laissez-moi dire une chose. Il a menti, s'il vous plaît. C'est un État. Vrai ou faux? Les Vatican ont une armée. Ah non. Ah non. Racontez-nous, quelle armée? Le Vatican n'a pas une armée. Merci Madame Hugo pour ce merci. Le 27 juin, vous allez vérifier, ne rigolez pas votre ignorance. Vous allez vérifier. Le 27 juin, il dit, nous avons signé un accord. Et c'est cet accord-là qui va restaurer la paix. Mais c'est du mensonge. Le chef de l'État lui-même récemment a reconnu que cet accord, son application trouve des difficultés énormes. Les comités de pilotage qui devaient veiller à l'application de cet accord aujourd'hui s'est dit être dans le regret parce que ça n'avance pas. La preuve et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a la stabilité de cette guerre-là à l'est du pays. Mais aussi, ceux qui ont choisi de prendre les armes ne font que peut-être progresser. Vous ne voyez pas ça, le chef de l'État le reconnaît. Vous ici, vous venez sur le plateau pour dire que c'est cet accord, ce fameux accord qui va permettre à ce qu'on restaure la paix. La paix ne se décrète pas. La paix a un prix. Et Napoléon Bonaparte le disait que une paix durable ne se construit pas avec les lamentations. Une paix durable se construit avec la force du Léviathan qui s'impose, monsieur. Rappelez-vous que ça fait un bout de temps, quand Tshisekedi est arrivé, il n'a pas trouvé la nation aujourd'hui déchiquetée comme ça. Il n'a pas trouvé un État morcelé où l'État ne savait pas, les gouverneurs ne savaient pas prendre le contrôle de Goma ou de Bukavu. Mais aujourd'hui, nous vivons dans cet État-là où nos dirigeants, qui représentent les Léviathans, représentent en même temps la faiblesse. Et quand on représente la faiblesse, on est une proie. Aujourd'hui, quand vous regardez les actes institutionnels que posent nos dirigeants, vous avez l'impression que nous avons des gens qui n'étaient pas préparés à gérer la nation. Pourquoi? Parce que à leur tour, en lieu et place de trouver des solutions pour résoudre le problème des Congolais, ils se plaignent au même titre que ceux qui sont dirigés. Mais cependant, en quoi et pourquoi avons-nous choisi d'échanger notre liberté pour être sécurisés par l'État? En même temps, il faut le dire que Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, aujourd'hui, n'est même pas fort que Paul Biya, qui est frappé de la sénilité, mais Paul Biya ne peut pas s'agenouiller comme ça et, n'est-ce pas, avilir l'image d'un État comme la République démocratique du Congo en se plaignant auprès de son bourreau. Je vais déjà de ça vous Ils sont retournés à leur amour maternel, à leur amour première, pour commencer à se faire des clins d'œil. Non, je veux que tu me donnes ton accord, et après cet accord, je veux que... Mais c'est de la blague, ça. Ça ressemble à une comédie. Voilà pourquoi le Rwandais, on dit que, ben, on ne sait pas, pour certains, nous sommes venus à un forum, je veux dire, de partenariat, mais pour d'autres, ils sont venus faire de la comédie. Mais pour certains encore, ils sont venus se plaindre, espérant que des sanctions vont tomber du ciel pour que l'on sanctionne le Rwanda et autres. Mais ça ne peut pas nous enseigner le fait que nous puissions circuler le monde entier jusqu'à aujourd'hui pour que le Rwanda soit sanctionné de l'agression congolaise. Il n'y a aucune solution. Donc, je ne sais pas, cette nation-là, où en sommes-nous? Où partons-nous? Et quelle est la recette magique que l'on réserve pour restaurer l'autorité de l'État, aujourd'hui effritée par la mauvaise gouvernance? Vous qui avez demandé une cause profonde, l'absence de leadership, mais aussi cette volonté égoïste de vouloir changer la constitution alors que
Ce n'était même pas prévu et les Congolais n'attendaient pas cela. Nous sommes à la fin, mais en critiquant le gouvernement, mais on est en train de sentir aussi une baisse du taux d'échange, le dollar. Bon, écoutez, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je crois que la Banque centrale, le ministère de l'économie... Vous pouvez quand même aussi saluer, non? Non, écoutez, j'étais en train de vouloir dire une chose. C'est très technique cette matière. Je voudrais qu'on puisse faire un débat. Dans la forme. Mais dans la forme, il faut dire que l'initiative d'injecter 50 millions de dollars, parce que la Banque centrale a injecté 50 millions. C'est pour raréfier les francs congolais. Et pour essayer un peu d'apprécier les francs congolais. Ce n'est pas mauvais parce que déjà, naturellement, c'est une des stratégies pour stabiliser les cadres des taux d'échange. Mais attendez, cette stratégie n'est pas appréciée par beaucoup de techniciens en économie, comme par exemple Milton Friedman qui dit que la stabilisation du taux d'échange doit se faire essentiellement sur la politique économique qui appuie la production intérieure. C'est-à-dire que les gouvernants devaient disposer, au-delà d'injecter 50 millions pour apprécier les francs congolais, une politique d'accompagnement de la production intérieure, parce que c'est celle-là qui maintient, évidemment, n'est-ce pas, une inflation mesurée, mais aussi un taux d'échange, n'est-ce pas, maîtrisé. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait des champs cultivés. Il faut qu'il y ait des appuis au PME. Mais vous allez vous souvenir que notre économie est beaucoup plus importateur. Vous voyez, donc nous importons la plupart des choses que nous consommons au niveau intérieur en lieu et place de nos produits. Et je pense que dans cette action posée, ce n'est pas une première. Il faut accompagner cela d'autres actes. Sinon, la période de l'appréciation du franc congolais ne durera peut-être pas et il y aura un boomerang qui, n'est-ce pas, fera à ce que le franc congolais puisse encore se déprécier davantage quand le dollar va se raréfier. Donc vous saluez ça à demi-mesure. Nous saluons à demi-mesure, comme j'étais en train de le dire, mais il faut que s'en suivent d'autres actions du gouvernement parce que vous savez, ceux qui exercent le pouvoir ont l'obligation de relever les défis de gouvernance dans les institutions politiques. Si ce n'est pas le cas, ça ressemblerait à une sorte d'agglomération des opportunistes. Monsieur Larousse, dans une minute, parce que nous sommes à la fin, la baisse du taux de change sur le marché... La baisse du taux de change sur le marché, effectivement. Je vais revenir sur son dernier commentaire par rapport à... Ne soyez pas long, parce que nous sommes vraiment à la fin. Absolument. Ce que le peuple congolais doit comprendre, c'est que depuis plus de 30 ans, on n'a pas connu un instant comme ça où des acteurs politiques congolais s'élèvent et indexent le Rwanda spécifiquement. C'est sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi que ça se passe. On a connu certains classiques du FCC à l'époque qui étaient bastonnés par Kabila lui-même, puisqu'ils avaient aussi cité le Rwanda et tout. Donc voilà. Aujourd'hui, on peut se permettre. La diplomatie, les batteries d'ordre militaire sont en marche. Mais il parle du fait qu'on a désacralisé nos morts qui sont tombés. Vous n'avez pas de dignité, vous, même pas de mérite pour parler de ceux qui sont francs. Vous n'en avez pas. Vous en avez. Laissez-moi parler, je sais écouter. On a fait des tournées ici, dans mon parti politique, le secrétaire général, Laurent Augustin Gabriel l'a fait, dont la majorité à laquelle j'appartiens, l'excellence Jean-Pierre Bemba l'a fait, l'excellence Milando l'a fait, on a vu le cadre politique. On fait des tournées pour appeler les jeunes Congolais à s'enrôler dans l'armée, puisque nous avons besoin d'avoir un corps de défense qui soit assez étoffé. Voilà. Ils ne l'ont pas fait. En ces périodes-là, vous les avez pas entendu. C'est quoi le résultat? Laissez-moi parler, monsieur. C'est quoi le résultat? Je vous ai écouté. C'est quoi le résultat? Si vous pouvez... Dites-les, c'est quoi le résultat? Vous avez récupéré Goma, vous avez récupéré Bukavu. Arrêtez de faire des présentations luxueuses des choses, papa. Laissez-moi parler, monsieur. Je vous ai écouté. Monsieur Larousse, nous avons enrôlé nos compatriotes qui sont partis, qui ont garni l'armée en ce moment, et tous nos centres d'instruction sont pleins, puisqu'on est en train de former nos jeunes gens. De par l'appel que les gens de mon bord politique ont lancé, entre autres, moi aussi j'ai participé. Donc quand j'entends mon co-débatteur en face parler de nos militaires, il ne connaît rien d'eux. Il ne connaît rien de si c'est ce qui peut clamer par-ci par-là. J'ai des gens qui sont sur les lignes de front avec lesquels je parle. Des élucubrations, vous n'êtes pas les seuls. Alors, laissez-moi parler, monsieur. Répondre à ma question. L'aspect militaire, on est là, efficacement, et sur l'aspect diplomatique aussi. Voilà. Et ça se passe comme ça partout ailleurs dans le monde. Quand on a fini de faire la guerre, la diplomatie même intervient.
Voilà. Parce qu'à un moment donné, la diplomatie, c'est ce qu'on entre dans une phase intense de la guerre. Et quand la guerre se termine, la diplomatie reprend, on négocie, on signe, et puis voilà. Donc, et pour les questions, la question concernant la politique monétaire qui conduit à la baisse du taux de change sur le marché congolais. Sur le marché, il a fait le commentaire qu'il a fait, il a cité Morgan Freeman. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est que je vais compléter. Mais quand même, il a raison, non? Vous partagez le même approche. Je vais compléter. Ok. Laissez-moi développer mon raisonnement. C'est un mixte politique. Il y a d'un côté le gouvernement de la Banque centrale, M. André Wameso, et de l'autre à l'économie, l'excellent professeur Mokoko Samba, et puis de l'autre aux finances, nous avons l'excellent Doudou Fomba. Donc, chacun joue sa partition pour faire en sorte que nous puissions avoir le résultat qu'on a avec le franc congolais, mais aussi, vous avez vu, en termes sur le carburant, voilà, vous avez entendu aussi qu'on ne va pas renouveler le moratoire qui faisait en sorte que les expatriés puissent faire le petit commerce. Donc, on est dans cette mesure où on va faire en sorte que les Congolais puissent avoir plus de pouvoir d'achat, et d'autres mesures sont prises par ailleurs. Par exemple, il a parlé des questions de petites et moyennes entreprises. Voilà, je sais ce qui se passe moi-même, je suis entrepreneur. Je sais ce qu'on a eu à voir comme autre réunion avec FOGEC, avec les ministres des petites et moyennes entreprises, le fonds qui sont disponibilisés, les critériums qui sont définis pour les entreprises qui seront accompagnées. Donc voilà, ce sont des mesures qui ne sont pas que le fait d'allô, non, absolument pas, c'est du durable et ça va se répercuter dans la vie des Congolais, donc avec le temps, et le peuple va le voir. Mesdames et messieurs, vraiment, je vous dois, excusez-moi, on a largement dépassé les temps. Il n'y a pas de mot de la fin, excusez-moi. Les Congolais vous ont écouté, mesdames et messieurs. Nous sommes à l'arrivée à la fin de cette émission. Je recevais sur ces plateaux spéciaux à l'écoute débat, Monsieur Joseph Edeba, acteur politique de l'opposition, et Monsieur Larousse Mouya de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bon, vous allez quand même me permettre de dire quelque chose, un mot. Vous avez non, ça n'a rien à voir avec le débat. Je voulais vous souhaiter, s'il vous plaît, soyez élégant. Je voulais vous souhaiter joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est votre journée de naissance. J'ai été surpris de le savoir en plein plateau. Voilà pourquoi j'ai voulu en même temps profiter de cette occasion pour vous souhaiter tout le meilleur du monde. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, et c'est par ici que je mets fin à cette émission. Je vous retrouve le lundi prochain. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi on voit. Nyonso ngetu ba mukewa. À l'écoute pour s'informer.